répondre, alors la première question, c'était quelle préparation à la création d'une MAM? Euh, alors, pour moi, déjà, ce qui est très important, c'est de se renseigner auprès du département s'il y a une réunion qui est mise en place pour la construction des MAM. Alors, bien sûr, dans certains départements, ce n'est pas le cas, mais dans certains autres qui sont organisés de cette manière-là, la première chose, c'est de participer à cette réunion d'information parce que c'est un nid justement d'information et ça vous donne un peu un mode d'emploi de votre département, on va dire, pour la création de votre MAM. Et puis, le deuxième grand point, on va dire, c'est lire le guide ministériel des MAM qu'on peut trouver partout sur Internet, dans un moteur de recherche. On parle du guide ministériel des MAM. Et là, on a aussi alors là, un mode d'emploi qui a été écrit nationalement, qui donne aussi les grandes lignes de préparation et de création d'une MAM. Donc ça, pour moi, c'est déjà les deux premiers points absolument à voir au tout départ. Je voulais préciser qu'il y a aussi les associations qui sont bien au fait, qui étaient aussi à l'initiative, qui étaient présents au travail du guide ministériel, donc sont bien au fait de toutes de tout ce qui doit être mis en place. Ce qui est important aussi en premier lieu, c'est aussi de trouver son équipe et de bien, enfin, de se poser quelques questions, de bien réfléchir à ce que ça peut impliquer dans sa vie personnelle et dans sa vie familiale et au niveau de l'équipe. C'est la première chose. Qu'est-ce qu'on veut y mettre de soi et les impacts que ça va donner dans le pour sa propre personne. Et puis bien réfléchir de la façon dont on va travailler ensemble. Oui, tout à fait. Ça, c'est des points importants et on le voit souvent quand il y a des problèmes après, que souvent beaucoup de choses ont été oubliées dans ces discussions-là. Qu'est-ce qu'on peut accepter de l'autre, surtout? Voilà, qu'est-ce qu'on met en place? Et surtout, il y a une chose aussi, on l'a détaillé, mais allez voir les autres membres déjà installés. Parce que ces autres membres aussi installés vont vous donner aussi des petits tuyaux, leur façon de travailler éventuellement, ça peut vous inspirer et ça peut vous faciliter aussi dans la mise en place de vos projets. D'accord. Ah, Alain, on ne t'entend plus. Ah, pourtant ça marche là. Oui, vas-y. Ben après, on peut peut-être passer au deuxième point de la création. Oui. Tu avais parlé Alors, de quel... oui, alors je voulais juste dire justement à ceux qui sont présents que je suis désolée, j'ai pas encore réussi à retrouver, on ne trouve pas les commentaires. D'habitude, les commentaires en fait sont là et les questions, je peux y répondre, les questions des personnes, voilà. Mais j'essaye toujours d'améliorer le dispositif. Et effectivement, on peut poser au second point, c'est-à-dire quels points particuliers sont à travailler avant de déposer son dossier au service de PMI d'après vous? Alors, pour information, moi, Sandra, j'ai accès aux points, mais bon, je ne sais pas comment te les reporter. Sinon, mais au pire du pire, si jamais tu n'y avais jamais accès, je pourrais peut-être te redonner des questions. Tu as les commentaires, c'est ça que tu me dis? Oui, j'ai accès aux commentaires. Oui. Très bien. Alors après, tu disais les points les plus importants pour la présentation du projet en PMI. Travailler en amont. Oui, c'est ça. Quels points particuliers sont à travailler en amont avant selon vous, effectivement, d'aller rencontrer les services de PMI, par exemple? On va dire qu'il y a la rédaction du projet d'accueil et la rédaction du règlement de fonctionnement. Et puis, dans certains autres départements, comme par exemple nous dans le 76, en Seine-Maritime, on nous demande aussi de faire une étude de besoin de la commune qu'on cible, on va dire, et puis aussi un budget financier. Alors, pour nous, ces points-là sont facultatifs. Ceux qui sont vraiment nécessaires, c'est le projet d'accueil et le règlement de fonctionnement. Mais bon, ils aident quand même à réfléchir sur le budget, tout ce qui sont les aspects financiers. Parce que quand même, quand on monte une âme financièrement, faut quand même être solide. On le voit bien en ce moment. Et puis, il y a aussi tout ce qui est création d'associations. Si on veut fonctionner en association pour gérer tout ce qui est
enfin, selon moi, selon l'UFNAFAM, il est mieux de fonctionner en association pour pouvoir signer un bail associatif et avoir un règlement intérieur de l'association qui nous lie sur certains aspects, comme le départ d'une assistante maternelle, en maternité, en arrêt maladie, définitif, enfin voilà. Donc, je dirais, avant de remettre le dossier de service de PMI, le plus important chez nous, c'est travailler la rédaction du projet d'accueil et le règlement de fonctionnement. Et moi, j'appuierais le travailler en collectif. C'est-à-dire, dans beaucoup de MAM, de mon expérience, c'est une personne qui écrit le projet d'accueil et une personne qui écrit le règlement de fonctionnement. Et c'est pas ça. Normalement, il faut l'écrire, si on est à deux, à trois, à quatre, voilà, c'est un travail collaboratif. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui l'écrive, qui le soumette aux autres, qui disent oui, oui, c'est bon. Et non, parce que ce travail de l'écrit permet d'envisager des situations et déjà de voir comment on fonctionne en équipe, comment on peut travailler autour d'un document qui après fera qu'on travaillera un jour sur le terrain. De toute façon, pour compléter ce que dit Marie-Ange, l'écrit du projet pédagogique et du règlement interne, enfin, le règlement interne, c'est, nous, ce qu'on appelle à l'ORAMAM, c'est toutes les règles qui régissent l'équipe. C'est le travail entre ASMAT, les discussions entre ASMAT, l'amplitude horaire, la participation financière, jusqu'où on est capable d'aller personnellement dans l'équipe, tout ça. Et ça, si ce n'est pas discuté collectivement, c'est une MAM qui ne va pas vivre longtemps, ou avec des clashs. Donc, il faut absolument que tous ces points-là, que ce soit discuté collectivement, parce qu'on va travailler en équipe et ce n'est pas des individus qui travaillent chacun dans un même lieu, chacun de leur côté. Ça ne fonctionnera pas. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on remarque souvent, comme vous disiez, sur Marie-Ange ou Marie, ces problématiques reviennent très souvent. J'ai encore eu une MAM récemment où justement il y a un problème d'équipe ou financièrement ou de la façon dont on travaille avec l'enfant, ça ne correspond pas. Donc, ces problèmes sont souvent liés aux séparations et même des fois à l'arrêt total de la MAM. Et chaque fois, je le dis, mais je le redis encore une fois, avant de vous monter ensemble, prévoyez le jour où vous allez vous séparer financièrement, matériellement, que tout soit notifié, que tout soit noté, que tout soit écrit. Voilà, c'est très important parce qu'une fois que le problème arrive, c'est des fois trop tard. Donc, pensez en même temps de la création à la séparation d'un des membres ou la séparation ou la fermeture de la MAM. Ce sont des choses à bien mettre en place aussi. Ouais. Il faut savoir qu'en MAM, on est collègues, mais on va dire dans l'esprit, on est associés. Donc, tout doit être discuté et tout doit être écrit, parce que quand il y a justement un conflit, il faut pouvoir s'en dépatouiller de tout ça. Il faut pouvoir se partir, parce qu'on a le droit, on a le droit de quitter un groupe, on a le droit, ça c'est tout à fait, mais il faut que ce soit serein pour les personnes qui partent et les personnes qui restent, parce qu'il y a d'autres choses à construire aussi, et il y a l'après. Et donc, de toute façon, quand on a bien discuté, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, on en a déjà discuté avant qu'il y ait quoi que ce soit, ça désamorce plein de choses. Donc, c'est très, très important. C'est un des plus importants. Comment on va travailler, il faut comment parler de toutes les choses. Comment on va organiser le repas, comment on va organiser la sieste, comment les sorties et tout ça. L'amplitude horaire, qu'est-ce qu'on est capable chacune d'apporter financièrement, est-ce qu'on prête, est-ce qu'on donne, toutes ces choses-là, parce que ça prépare justement l'après. D'accord. Tout à fait, l'aspect financier est important parce que on le voit, c'est souvent un point de désaccord dans les équipes et c'est vrai que ça revient très, très, très souvent. Juste un point avant le prochain sujet. Est-ce que Marie-Ange, tu as des questions, puisque toi, tu les vois, les questions? Alors, c'est surtout pour l'instant des gens qui nous saluent, qui sont présents avec nous, une association qui dit qu'elle nous soutient, l'ASFAM.
Alors, certaines répondent aux questions aussi. Point important, l'équipe, le lieu de création de la MAM, contact PMI, mairie, l'investissement, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions sur la page. D'accord, très bien. Alors, tu nous dis bien sûr les questions, etc. Et bien sûr, on dit bonjour et rebonjour à tous, toutes et toutes hein, qui sont présents. Vous avez indiqué effectivement les projets et les dossiers à travailler. Moi, je vais peut-être ajouter quelques questions qui reviennent souvent. C'est les projets qui semblent, selon les instances maternelles, j'ai employé un mot, freiner. C'est-à-dire qu'elles font un dossier, elles l'envoient au service de PMI et elles attendent soit une autorisation d'ouverture de la mairie, soit une autorisation d'ouverture des services de PMI. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces éventuelles difficultés, en fait ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut, je vais le dire autrement, Marie par exemple, est-ce qu'il faut aujourd'hui une autorisation d'ouverture du maire et une autorisation d'ouverture des services de PMI? Alors, oui, il faut une autorisation. Alors, une autorisation du maire, il faut faire la demande. S'il n'y a pas de réponse dans les 5 mois, c'est acquis, quoi. Hein, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un accord ou un refus. La demande fait foi. En PMI, ça reste différent. Par contre, les PMI ont 15 jours pour répondre si le dossier est complet ou incomplet. D'accord. On est bien d'accord que du coup, ils ne peuvent pas se voir attendre trop longtemps comme ça. Hein. On est bien d'accord. Actuellement, on a des problématiques avec le Covid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en retard. Oui. J'ai plusieurs dossiers là qui viennent de l'Occitanie et il y a des dossiers qui traînent depuis le mois de janvier, février et qui n'ont toujours pas été qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, ça pose des gros problèmes financiers à ces structures puisqu'ils sont depuis 8, 9, 10 mois en location sans avoir pu attaquer le travail. Donc, c'est compliqué. D'accord. Et donc, autre point, quel délai est-ce qu'on pourrait… Alors, encore une fois, chaque territoire est différent, hein, mais selon vous, si vous aviez des candidats à l'ouverture d'une MAM aujourd'hui qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, je voudrais ouvrir une MAM, combien il faut de temps, qu'est-ce que vous pourriez leur annoncer? Alors moi, je leur dis… il y a plein de choses il faut du temps. 6-9 mois. Parce que il faut tout ce temps pour mûrir, pour avancer dans les réflexions, rediscuter, revenir sur des points. Pour moi, 9 mois, c'est correct. Hein, du début on va dire du début de l'équipe jusqu'à la finalité. Hein, il y a beaucoup de choses à mettre en place et voilà. Pour moi, 9 mois, ça donne le temps. D'accord. Oui, tout à fait, parce on le voit sur les dossiers qui arrivent, au moment où la PMI vous donne l'accord, entre guillemets, que votre dossier est complet. C'est vrai qu'on est facilement sur 6 mois, sans compter ce qu'il y a eu avant, bien sûr, mais c'est vrai que cette période-là, financièrement, il faut la compter, parce que vous allez avoir les 3 mois d'attente, vous allez devoir aménager votre structure avant de recevoir l'avis de la PMI. Et en plus, derrière, voilà, il y a cette période-là où il faut se faire connaître, où on attend les contrats. Donc, c'est vrai que financièrement, on le voit, une MAM, lorsqu'elle démarre, par personne, en gros, il y a un apport en moyenne, je dis bien entre 5 et 6 000 euros par personne. Donc, c'est quand même un investissement de départ qui est important. Et il faut penser que c'est vrai que c'est une mini-entreprise, même si on est salarié de nos parents, mais c'est une mini-entreprise avec des charges, avec des impôts, etc., etc. Donc, c'est à comptabiliser déjà aussi au départ. Alors, moi, j'ai une question. Ça y est, j'arrive à voir les commentaires. Hein, voilà. Oui, en passant par le téléphone. C'est du bricolage, mais il faut s'adapter. Alors, c'est Jérôme qui nous pose la question. Pour une personne qui n'est pas assistant maternel, mais qui souhaite ouvrir une MAM,
Doit-on passer avant l'agrément ou attendre que le dossier soit accepté, le lieu, etc. Car des aides d'installation sont possibles, mais au bout de 3 mois, dit-il. Point d'interrogation. Alors, la problématique du dossier d'agrément, c'est qu'il doit être demandé à une adresse. Donc, une adresse de domicile ou une adresse de MAM. Les personnes qui disent ça, c'est vrai que quand on est déjà agréé, il est plus facile de transférer, de déménager, on va dire, son agrément à l'ouverture d'une MAM de son domicile sur l'adresse de la MAM. Quand on n'est pas agréé, il y a quand même le temps de faire la formation assistante maternelle. C'est-à-dire que quand on dépose une demande d'agrément au département, il faut quand même, avant de pouvoir exercer, avoir fait sa formation. Et donc là, le délai s'allonge. Et c'est pour ça que les gens qui ne sont pas agréés ont du mal à déterminer une date parce qu'ils ont peur d'un côté de pas avoir pu faire la formation. Enfin voilà, c'est des questions qui sont un peu difficiles. Alors, il y a une possibilité, c'est celle de s'agréer à son domicile et ensuite de transférer son agrément quand on n'est pas du tout assistant maternel. Mais le problème, c'est que son agrément, enfin son domicile sera quand même considéré lors de l'agrément. Il y aura une visite de puéricultrice et tout ça. Donc, il faut quand même qu'il soit adapté parce que la puéricultrice qui viendra devra juger si cette personne, étant agréée en tant qu'assistante maternelle, peut exercer dans son domicile. Après, sinon, c'est de calculer au mieux, mais de toute façon, on ne peut pas déposer un dossier d'agrément sans avoir une adresse. Donc, il faut déjà que la MAM ait le local pour pouvoir demander son agrément à cette adresse-là. Alors, très bien. Alors, juste avant que vous complétiez, Jérôme répond, dans les faits, je compte faire la MAM avec ma femme qui est asthmate depuis 6 ans. Et j'en profite juste avant que vous continuez de dire à Vanessa Padelou-Renaud que je n'ai pas vu sa question. Est-ce que Vanessa, vous pouvez me la réécrire? Merci. Oui, alors là, s'il veut ouvrir avec sa femme aura moins de difficultés. Mais effectivement, en plus, elle doit déjà exercer à domicile. Donc, oui, peut-être qu'il a une possibilité de demander son agrément à domicile avant. Oui. En Mayenne, il y a des couples qui fonctionnent chez eux. Ouais. Et donc, il y en a qui ne fonctionnent pas en MAM, mais il y en a certains qui fonctionnent en MAM. Mais ils sont à domicile. Elodie nous dit combien de temps dure la formation si on est auxiliaire de puériculteur? Alors, je peux peut-être répondre à cette question. Parce que Pardon. Pour auxiliaire de puère, ça dure 12 mois. La formation non, je pense que sa question, c'est peut-être dure la formation d'assistante maternelle si on est déjà auxiliaire de puère. Alors, si on est auxiliaire de puère, c'est mon cas, je suis auxiliaire de puère, il n'y a pas de formation. Alors maintenant, avec la nouvelle formation, on est quand même obligé, la formation de 2018, pour les HPAT, ils sont obligés quand même d'être présents les 3 premiers jours en formation obligatoire. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, Magali est gentille parce qu'elle est présente, mais elle dit on a ouvert une main avec mon mari, s'il y a besoin de conseil MP, c'est très bien, sauf que si on fait des Facebook Live, c'est aussi pour effectivement, mais pourquoi pas Magali, la prochaine fois, effectivement, vous pouvez nous rejoindre. Je vous représente effectivement les 3 personnes ici qui n'ont pas couvert que leur MAM, c'est toute la différence. Marie était dans une association nationale et avec qui s'appelle l'ARAMAM, et avec cette association, nous avons contribué à la rédaction du guide ministériel, l'UFNA Femmes et l'ARAMAM, Marie. Marie-Ange fédère plusieurs MAM, et donc a répondu à de nombreuses questions, et Alain également. En fait, voilà. Mais effectivement, voilà, l'idée c'est de vous donner une information qui s'avère la plus exacte possible, tout en sachant, et nous le répétons, que chaque cas est différent. On est bien. Mais attention, voilà, il faut donner un conseil qui est général ici. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la seconde, effectivement, partie alors, juste avant, pardon, est-ce qu'on peut avoir des aides éventuelles? Est-ce qu'il peut y avoir des subventions ici, éventuellement? Alors justement, là, Marie-Ange parlait de l'association. C'est très important d'être constitué en association
loi 1901, entre autres pour avoir un budget propre à la MAM, mais aussi pour pouvoir recevoir des subventions. Donc, les subventions, elles sont diverses. Hein. Ça peut être de la commune, hein, d'implantation, soit une aide au loyer, soit un prêt de logement. Elle peut être départementale, elle peut être régionale, elle peut être aussi au niveau de la banque où vous déposez, enfin, où la MAM dépose son compte, enfin, ouvre son compte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les aides de la CAF, c'est dans certains départements. Hein, et puis, j'en oublie sûrement d'autres. Il y a aussi des entreprises. Hein, on a le cas aussi de certaines entreprises qui versent des aides à des MAM qu'elles connaissent. Et on a aussi un exemple d'un centre hospitalier qui en fait, donne une subvention pour que la MAM garde des lits pour les personnes hospitalières. Alors pour la CAF, pour les aides de la CAF, pour tout ce qui est travaux, il y a 10 000 euros à un taux zéro. Vous avez une aide complémentaire aussi par assistant maternel de 300 euros. Ça, c'est une seule fois. Hein. Et elle peut monter à 600 euros par assistant maternel si vous êtes sur des heures décalées. Voilà, si vous êtes des heures un petit peu particulières, vous avez droit à cette aide supplémentaire aussi. Et puis, depuis peu de temps, il y a aussi une aide à la création des MAM qui est de 3 000 euros. 3 000 euros, oui. Mais par contre, elle a des conditions assez strictes dans le fait qu'il faut être dans un territoire où il n'y a pas une forte présence déjà de MAM, en tout cas dans des territoires où il y a une forte demande qui n'est pas satisfaite. Mais il y a quand même, moi par exemple dans mon département, je connais une MAM qui a réussi à obtenir cette subvention de 3 000 euros, mais voilà, il faut bien se renseigner, bien étudier le dossier de demande et pouvoir satisfaire aux exigences de la CAF vis-à-vis de cette aide en contrepartie. Il faut signer une convention. Oui. Oui. Et puis signer une convention. Et je voulais, moi, ajouter qu'il existe également des départements, comme par exemple la Seine-Saint-Denis, hein, qui met en place à la fois la CAF et dans le département des aides qui sont assez importantes. Hein. Voilà. Alors, Vanessa, effectivement, me poser la question de savoir au niveau du dossier qui est envoyé à la PME, la PMI, pardon, est-ce qu'on doit tout envoyer en même temps? Alors ça, je l'ai dit dès le début, il faut se renseigner des pratiques de son département parce que c'est tellement variable d'un département à l'autre. Moi, je vous explique, dans le 76, on a 170 MAM, donc c'est un très gros département de MAM. Donc, il y a une cellule de puéricultrices qui est dédiée à la création des MAM. On ne contacte pas la puéricultrice de son quartier, là où on va installer la MAM, mais cette cellule directement. Et donc, on contacte cette cellule et on est aussitôt dirigé, puisque nous, sur le département, 5 puéricultrices agréent les MAM. Donc là, selon le territoire, on va être dirigé vers l'une des 5. Et après, c'est en travaillant avec cette personne qu'elle va nous dire envoyez-moi tout d'un coup, ou dès que vous avez rédigé un document, envoyez-les-moi pour que je puisse déjà vous retourner des corrections ou des questions. Donc ça, on ne peut pas dire donner un mode d'emploi parce que c'est tellement variable d'un territoire à l'autre que voilà, il faut se mettre absolument en relation avec le département et savoir comment il fonctionne au niveau des MAM, quel est le mode d'emploi sur le terrain. Certaines PMI demandent aussi aux projets, enfin aux personnes au projet MAM de venir présenter leur projet comme à une commission, quoi, on va dire, hein, à la PMI. J'ai une question de Muriel qui, effectivement, puisque quand on parle de MAM, je me disais, tiens, ça ne vient pas. C'est la fameuse question sur la délégation. Alors, rappelons que la délégation, ça fait beaucoup verser d'encre par les différentes interprétations des départements. Hein. Rappelons que pour la délégation, il y a 3 conditions. La première, que le parent a noté bien, c'est bien sûr son accord au sein du contrat, que l'assistante maternelle, celle qui remplace, etc., a bien reçu copie du contrat de travail de sa collègue, hein, et que les heures, normalement, soient rendues. Hein.
Alors, effectivement, cette délégation, souvent, il peut y avoir des différentes interprétations dans les départements qui disent c'est que le matin ou c'est que le soir. Hein. C'est finalement à la liberté des professionnels si les heures sont rendues, en fait. Hein, voilà. Puisque rappelons que la délégation ne fait l'objet d'aucune rémunération entre les professionnels. Et Voilà. ne peut pas être mis en application lors de congés ou d'arrêt de travail. Mais forcément, puisque c'est QFD, si on remplace une assistante maternelle pendant 15 jours, si elle est souffrante, celle-ci aura toutes les difficultés du monde de redonner les heures, en fait. Hein. Donc, c'est juste sur ces points-là, en fait, qu'on amène la délégation. Après, peu importe que l'assistant maternel, rappelons que l'assistant maternel, ce n'est pas, qui est en MAM, ne travaille pas dans un établissement d'accueil du jeune enfant. Et ça veut dire que seuls les différents textes de la MAM sont présents, ce qui ne suffit pas à tout bousculer le statut de l'assistante maternelle. Donc, une assistante maternelle peut ouvrir seule la MAM et peut la fermer seule. Ce n'est pas comme, effectivement, encore maintenant, les crèches. Voilà. Donc, il faut rappeler également, effectivement, ici, les textes. Hein, voilà. Alors, j'ai une question de Julie Soumagne qui dit « Si l'agrément est donné pour un local spécifique, il faut donc avoir le local avant de déposer le dossier à la PMI ?» demande-t-elle. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, malheureusement, soit on fait le dossier d'agrément sur le local spécifique de la MAM, ou alors on arrive à trouver une solution pour se faire agréer sur son domicile. Mais si on n'a pas la possibilité de se faire agréer sur son domicile, eh bien oui, il faudra déposer le dossier. Un dossier d'agrément, c'est automatiquement sur une adresse. On ne peut pas déposer un dossier d'agrément en disant je veux juste être agréé. Non, je veux être agréé pour exercer à tel endroit. Donc oui, il faut avoir le local pour pouvoir déposer un dossier d'agrément. Surtout qu'au début, lorsque vous allez déposer vos dossiers, vous allez avoir un papier comme quoi votre dossier est complet. Et à ce moment-là, ça va enclencher les 3 mois où la PMI va venir faire le contrôle de votre nouvelle structure. Donc, il est important, je pense, d'avoir déjà cette adresse dès le départ. Parce qu'une fois que le dossier sera enclenché, il va falloir l'équiper, il va falloir tout mettre en place avant l'arrivée de la PMI pour le contrôle. Donc, c'est important d'avoir cette adresse. D'accord. Mais d'avoir l'adresse, la difficulté, c'est de payer un loyer. Et voilà, hein, ça c'est oui, c'est une grosse difficulté quand même, hein, parce qu'avant de commencer, on a déjà des frais et des frais qui ne sont pas toujours faciles à supporter, quoi. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, tu parlais, tu